c'est un cabinet qui compte environ 200 personnes aujourd'hui, qui fera une trentaine de millions d'euros en 2025, qui est présente à Paris, à Lyon, à Nantes, au Luxembourg et en Belgique, qui est un partenaire exclusif de Microsoft, puisque nous ne travaillons que sur le cloud de Microsoft. Être dans l'écosystème Microsoft, c'est travailler avec un grand nombre d'éditeurs, mais on n'est que sur le cloud provider Microsoft. On accompagne nos clients depuis maintenant 13 ans dans leur transformation digitale, et on est très orienté transformation du métier, transformation de l'organisation dans sa complétude, plus qu'un focus sur la transformation de l'infrastructure. Donc on parle au métier, à la transformation de ces métiers grâce au cloud depuis de nombreuses années. On modernise les applications, on modernise les pans de systèmes d'information. Et donc forcément, on fait de l'IA maintenant depuis 7 ans, et on connaît le boom de l'IA générative depuis un peu plus de 2 ans. Notre partenaire préféré, Microsoft, ayant pris une part conséquente du capital de OpenAI, qui est un des leaders sur le marché. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que vous faites toute l'IA Microsoft, sauf Copilot. Hein? Exactement. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de copilotes. Comme je vous le disais, en fait, on choisit tous ces modèles économiques. Nous, notre modèle économique, c'est vraiment d'être orienté sur la transformation du métier, transformation de l'organisation dans son entièreté. Et on a fait le choix d'être sur... on a des gens qui sont très technophiles chez nous, et on a fait le choix de ne pas forcément être très porté sur les outils de productivité, sur voilà. Office 365 et ainsi de suite. On va y revenir. Et donc, forcément, Copilot étant vraiment lié voilà. à M365, c'est pas vraiment notre métier. Voilà. Alors après, il y a d'autres copilotes, il y a des copilotes qui viennent aider les développeurs et ainsi de suite, mais on en reparlera. Mais donc oui, nous on fait beaucoup d'IA qu'on construit nous-mêmes. Et aujourd'hui, on ne fait pas de copilot sur 365. Nous aussi, on travaille avec des clients qui nous confient forcément leur jeu de données. Et d'ailleurs, notre métier, quand on modernise des applications ou quand on essaye d'avoir toute une vague d'innovation dans l'entreprise, c'est vrai que moderniser également la stack donnée, ça fait partie de notre travail. Créer ce que j'aime appeler le single point of truth de la data, le point de confiance de la donnée, c'est justement travailler avec tout le monde et essayer de créer une architecture pérenne, sécurisée, scalable, justement pour adresser le besoin des clients à travers les applicatifs. Donc on avait également cette donnée. Dans notre métier et dans notre rôle de conseil, mieux exploiter cette donnée pour apporter toujours plus de valeur à l'applicatif, ça fait partie également de notre métier. Donc c'est vrai que quand on a des nouvelles technologies qui sont arrivées avec l'IA générative, on a commencé à envisager les choses avec eux. De toute façon, on était devant un constat qui était assez incroyable. Je reviens il y a quelques années maintenant avec mes collègues. Là, au moment du mobile, il y a eu une grande vague qui s'appelait le BYOD, Bring Your Own Device. Les gens apportaient leur téléphone, on ne savait pas s'il fallait leur en acheter un et ainsi de suite. Il y a des gens... Moi, j'ai découvert des chefs d'entreprise qui semblaient être réfractaires à l'IA et qui ont découvert... C'est simple, on demande à son directeur informatique de relever les logs et on voit qu'il y a des logs ChatGPT dans l'entreprise. Donc en fait, les gens, de toute façon, travaillent avec des outils d'IA. Et donc c'est aussi aux entreprises de s'adapter, de donner un cadre justement pour pouvoir standardiser la façon dont on travaille, de créer des règles, de rappeler des problématiques de sécurité, d'éthique et ainsi de suite. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas besoin de démontrer la valeur. Les gens ont déjà une utilisation naturelle. Alors en fait, à partir du moment, moi je pars du principe qu'un salarié qui crée qui adapte sa propre façon de travailler et qui peut démontrer à son patron qu'il est plus productif avec un outil et les petits applicatifs qu'il s'est créé, il faut le prendre en compte et il faut l'écouter. Ouais. Après, le rôle de nos clients... Votre rôle, c'est d'arriver avec les logs, dire, regardez, tout le monde l'utilise déjà. Alors c'est pas vraiment mon rôle, mais on doit leur montrer. Parce que forcément, notre métier, ça va être aussi de se diriger vers des choses qui sont scalables. On ne peut pas laisser Madame Michu créer son propre agent et ne pas faire profiter la même personne qui a le même poste ailleurs
et de le laisser faire dans un travail qui va être plus complexe, plus chronophage, alors qu'il y a une solution pour faire mieux. Si elle est pertinente. Si elle est pertinente, bien sûr. Donc nous, ça a été vraiment ce sujet-là, et pour le coup, ça nous a aidé aussi quand même de toute façon à montrer à des gens qui n'étaient pas forcément, qui n'allaient pas forcément adopter, qui étaient même peut-être un peu réfractaires, même dans le public, des gens qui refusaient de travailler dans le cloud. Ben, en fait, aujourd'hui, en production sur vos systèmes d'information, vous avez des choses qui ont été produites par de l'IA. Donc, il faut que vous avanciez, il faut que vous créez votre standard, il faut que vous créez vos stacks pour pouvoir adresser ces sujets-là. Alors, en fait, justement, devant le constat de cette adoption qui arrive à marche forcée, on essaye d'accompagner nos clients justement pour ne pas réinventer la roue et pas pour redémarrer de zéro. On a des clients, comme je viens de le dire, qui ont commencé à découvrir que certains salariés travaillaient avec de l'IA, donc qui ont voulu en effet apporter une réponse et essayer de standardiser l'approche. Sauf que ces personnes-là, il y avait un travail amont qui est énorme, puisque avant de travailler sur l'IA, il faut créer sa data platform, il faut sécuriser, créer ses chartes, il faut créer ses règles de fonctionnement et ainsi de suite. Donc nous, Selensa, en tant que cabinet conseil, on avait décidé de se créer un outil d'aide à la vente pour être en capacité, lors de nos échanges avec les clients, de leur montrer tout de suite, parce qu'on est vraiment sur une démarche héroïste, plus que jamais dans l'IA, je sais pas, on pourra en reparler d'ailleurs, mais on est sur une démarche héroïste tout le temps. Donc, pouvoir démontrer tout de suite sur les premiers rendez-vous d'avant-vente à quoi ça pourrait correspondre, essayer de sketcher, de mapper certaines choses avec une ou deux données, avec un ou deux documents, de pouvoir démontrer ce que ça pouvait faire. Donc on s'est dit, il nous faut quelque chose pour pouvoir justement démontrer. Et en partant avec un outil qui, à la base, devait être un outil d'aide à la vente, en agrégeant du code, en le développant, en mettant un peu de vertical et ainsi de suite, on s'est retrouvé avec une plateforme, un enabler pour créer ses propres applicatifs. Et nos clients nous ont dit, mais en fait, ce que vous venez de nous démontrer, en fait, ça nous sécurise. Mais pourquoi on réinventerait tout, en fait? Vous avez un produit aujourd'hui qu'on peut connecter de façon simple à notre système d'information par API, qui nous permet en plus de mettre nos règles de sécurité là-dedans. Vous êtes sur une stack qu'on connaît puisque vous êtes sur Microsoft. D'accord. Et donc, on va profiter de cet outil pour créer nos applicatifs. Ok. Et il existe depuis quand, cet outil, à peu près? Il existe. On a commencé à le développer juste avant l'été dernier. On a commencé à le vendre en septembre et on le spin-off à la fin du mois. Ça va être la deuxième partie de notre sujet. Alors, malheureusement, on a entamé pas mal le temps, mais comment préparer les données? Comment préparer les infrastructures? On a un vrai sujet sur l'intégration. L'intégration, Satya Nadella le disait lors du dernier Ignite, on va se retrouver dans un monde agentique où chacun des salariés, chacune des branches de l'entreprise va se retrouver avec des agents. Des agents donc d'IA. Des agents d'IA. Il faut prévoir dès le début de la mise en place de ces solutions comment on les intègre, comment elles coexistent et comment elles interéchangent. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est complexe. Il y a en effet la gestion des API, mais pas que. Oui. Il y a quoi d'autre? Alors, il y a quoi d'autre? Par exemple, on parle de gouvernance de données. Vous avez des applicatifs qui vont avoir des droits, parce que les personnes qui consultent ces applicatifs ont des droits d'accès à certaines données. Mais on peut très bien, je vous donne un exemple concret, dans un cabinet d'avocats, vous avez un partenaire qui va avoir accès à de la donnée, avec de la donnée très touchy parce que il a signé des NDA et ainsi de suite, et il peut donner du travail à faire à un de ses stagiaires. Et ce stagiaire n'a pas le droit d'avoir cette information, ce type d'information. Donc c'est aussi gouverner sa donnée, c'est d'être en capacité de faire travailler des agents alors qu'ils n'ont pas forcément accès à la même donnée. Donc c'est vraiment... donc il y a en effet chez Microsoft, il y a Entra avec justement les droits à travers le Office 365. Mais il y a plein de choses à gérer et c'est un vrai sujet, l'intégration et la coexistence de ces applicatifs. C'est clair. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup pour
vos interventions qui étaient très intéressantes. Malheureusement, on a manqué de temps. Je pense que cette table ronde était mal calibrée. Mais on va... merci Sylvain Gouillat également. Voilà, on va passer la conclusion. Donc, je laisse la place à Thomas Paquebé qui va recevoir Patrice Villemagne, directeur technique et innovation de Haro CS France. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes pour la dernière partie de notre programme. Merci beaucoup. Est-ce que finalement, alors vous avez tous un peu à la fois l'approche utilisation de solutions standards et puis utilisation, enfin développement d'outils spécifiques. Est-ce que finalement les prestataires doivent se limiter aux infrastructures et aux composants de base nécessaires pour déployer l'IA ou faut-il voilà, développer des produits spécifiques prêts à l'emploi pour chacun de vos clients et pour vous-même? Une des problématiques principales, c'est make or buy en fait. Est-ce que je fais moi-même dans mon entreprise pour être au plus près du besoin de mes utilisateurs ou est-ce que je fais le tour d'un marché qui évolue très très vite avec des solutions sur étagère? Nous, on a fait le tour de la question. On pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Il y a beaucoup de buy. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on réinvente pas la roue en fait. Vous parlez d'infrastructure. Nous, on accompagne des éditeurs de logiciels et des ISV, des Independent Software Vendors, depuis très longtemps. On les a accompagnés dans le modèle de SaaSification de leur modèle. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ils ont à leur main des solutions qui permettent d'augmenter la satisfaction de leurs clients. Nicolas en parlait tout à l'heure, avec sa solution Reflex, de pouvoir aider des utilisateurs de son entreprise, enfin de ses clients, à installer, à paramétrer les outils. C'est primordial, ça apporte de la valeur et c'est une valeur tangible qui permet aussi qu'il y ait un modèle économique derrière. Nous, on accompagne énormément de startups. On est associé avec Microsoft dans le Gen AI Studio, qui est une démarche d'accompagnement des startups depuis 2 ans, justement, à essayer de faire évoluer leur modèle économique grâce à l'IA, créer alors ils appellent tous ça le copilot, mais leur copilote qui justement va aider l'utilisateur et qui va apporter de la valeur. Et nous, qui sommes à la base une société de conseil, une société de service, on a créé des outils qui sont des outils d'aide à la vente qui finalement s'avèrent être un produit qu'on va spin-offer. On a créé un produit qui s'appelle Jask, qui au début était un outil d'aide à la vente, que j'ai eu le plaisir de montrer aux équipes d'ailleurs de Stéphane il y a quelques mois. Mais c'est un outil sur lequel on a agrégé beaucoup de contenu, on a agrégé beaucoup de code, on a profité de tous les use cases qu'on pouvait avoir pour essayer d'avoir une approche standardisée globale qui va justement aider le client à avancer très vite en faisant abstraction des problématiques d'infrastructure et ainsi de suite. On règle le problème pour lui dans un environnement sécurisé. Ça ouvre aussi d'autres problèmes. Le SaaS, est-ce que ça répond aujourd'hui à ces problématiques-là? Parce que non seulement il y a la sécurité, mais il y a aussi la confidentialité des données. Est-ce que le SaaS répond? Est-ce que c'est plutôt une approche hybride entre j'installe un tenant j'installe ma solution sur le tenant du client, donc une solution PaaS ou une solution SaaS, un peu d'hybride? C'est des vraies problématiques. Il n'y a pas vraiment de réponse. On voit un peu de tout, mais le marché, on est encore sur une approche qui est assez jeune. Alors Nicolas, on a l'impression vraiment que vous êtes tous en train de faire de la propriété intellectuelle. Alors que finalement, vos métiers à la base, c'était de faire de l'intégration. Peut-être un mot sur la réglementation. J'ai souvent entendu que l'IA Act allait être un frein à l'adoption de l'IA en Europe. Vos avis? Alors, plusieurs choses. Je crois qu'en mai 2025 sortira un document justement sur lequel l'Union européenne devra s'appuyer justement sur l'IA Act. Aujourd'hui, peu de gens le savent, mais il faut déjà créer sa charte interne d'utilisation d'intelligence artificielle. C'est une obligation. On doit créer une charte et la mettre à disposition de ses collaborateurs pour un usage sur la partie éthique, sur la partie sécurité. Ça, c'est toutes les entreprises? C'est toutes les entreprises. Pas de réglementation de taille et autres. Donc il y a déjà des choses qui se font. L'IA Act, je pense, va venir pérenniser justement l'usage
parce qu'on doit tous avoir un usage en prenant en compte justement des problématiques RSE et autres. On a et RGPD, en effet. Il y a des problématiques, tout le monde le sait, on ne va pas pas les remettre sur la table, mais les problématiques d'émissions de carbone et autres. La vitesse grand V à laquelle tout ça va fait qu'on doit tous être responsables et on doit tous regarder cette réglementation au plus près et l'adapter dans nos usages. Donc ça ne bloque pas des projets? Non, au contraire, moi je pense que ça les pérennise. Bon, mais merci à vous d'avoir pris le temps de vous déplacer sur ce plateau. Merci Yoann. Merci Yoann. Ou d'avoir participé à distance, merci. Voilà, on se quitte pour cette matinale IA générative.